Bonjour à tous. Dans cet épisode de Bazinga, je vais vous présenter un jeu qui est l'œuvre de Sandy Peterson, qui est un auteur très connu des rôlistes, puisque c'est l'auteur de L'Appel de Cthulhu, qui est un des premiers jeux de rôle à être un des plus anciens à être paru au début des années 80, et surtout qui a été un des premiers à sortir du domaine de l'heroic fantasy pour jouer dans un autre registre qui est celui de l'horreur. Donc il a fait toute sa carrière autour du mythos, donc de Cthulhu et de tous les éléments littéraires qu'il constitue. Et là, il nous a proposé, il y a un peu plus d'un an maintenant, un jeu un jeu de plateau qui permet de jouer au combat entre les différents grands anciens et qui s'appelle Cthulhu Wars. Alors, la boîte est absolument énorme. Ici, c'est uniquement la couverture. Vous voyez vraiment tout l'écran. L'épaisseur est conséquente. Les figurines que vous voyez dessinées sont représentées à l'échelle 1. Donc ça vous donne une idée du matériel. Elles sont pas peintes, mais vous allez les voir de façon un petit peu plus précise durant la vidéo. Donc je vais vous présenter les règles du jeu. C'est un jeu de contrôle de territoire sur une carte du monde, et vous présenter les mécanismes qui sont assez simples, et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner mon avis et mon analyse sur le jeu. À tout à l'heure. Donc voici ce que peut donner le matériel Cthulhu Wars. Ici j'ai préparé une table et une partie pour 3 joueurs. Vous voyez tout le matériel qui est à disposition. Principalement une grande carte double face en 2 parties, ce qui permet de, suivant les versions qui sont proposées sur chaque face, et en les combinant différemment, de faire jouer 3, 4 ou 5 joueurs. Il y a du matériel que pour 4 joueurs, donc si on veut jouer à 5, il faudra utiliser les extensions qui vont être bientôt mises sur le marché. En haut, vous avez la piste de destinée, la Doom Track, le jeton d'ordre du tour qui est réversible pour qu'on puisse faire varier le sens d'évolution du tour de jeu, la piste des rituels d'annihilation, et ici les figurines. Je vais faire quelques plans séparés pour vous les montrer. Chaque joueur dispose d'une planche de faction qui rappelle les caractéristiques de ces monstres et de ces créatures, ainsi que les spellbooks, c'est-à-dire ses pouvoirs spécifiques, et une piste pour noter son pouvoir qui est la mesure de ce qu'un joueur peut faire pendant son tour. Chaque carte est imprimée avec des éléments, notamment pour le spellbook, qui sont les conditions à réunir pour pouvoir poser un pouvoir. Donc ce qui permet de faire varier le moment où on va pouvoir mettre en jeu un spellbook et donc gagner un nouveau pouvoir. Ici vous avez ce qui s'appelle les Elder Signs. Donc ce sont des pions qui sont cachés et qu'on tire avec des valeurs 1, 2 ou 3. Il y a des conditions pour les piocher et la valeur est cachée aux autres joueurs et ils viennent s'ajouter au moment où on les dévoile au score sur la piste des destinées qui se trouve ici. Et voilà un troisième ensemble de spellbook. La Doom Track, je vous la montre, puisque c'est en fait l'endroit principal où vont se retrouver les capacités, enfin les pions
le curseur qui va avancer ici. Et c'est ici que se joue l'objectif du jeu. Pour gagner à Tool Wars, il faut avoir récolté les 6 spellbooks de sa faction et déclencher, vous voyez ici, la case, et déclencher les conditions de fin de partie. C'est-à-dire que l'un des joueurs dépasse 30. À partir du moment où l'un des joueurs dépasse 30 sur la Doom Track, à la fin du tour, on fera le total, et celui parmi ceux qui ont 6 spellbooks de jouer, qui aura le plus sur cette piste, l'emportera. Il est important de noter que si personne n'a 6 spellbooks, tout le monde perd. Ce qui veut dire qu'un joueur qui aurait aucune chance de pouvoir l'emporter peut très bien vouloir forcer le jeu à dépasser les pions, la valeur de 30 pour provoquer les conditions de fin de partie et donc faire que tout le monde perd, même ceux qui auraient pu envisager de gagner le tour suivant. Il y a aussi ici, vous voyez, la dernière case de mort subite qui est aussi, quand on l'atteint sur le système de rituel, un déclencheur de fin de partie. C'est-à-dire que on peut très bien passer en instant death et donc on ne considère plus le 30 comme étant la valeur, c'est celui qui a le plus et qui a 6 spellbooks toujours qui l'emportera. Donc voilà la présentation et surtout l'objectif du jeu, avoir 6 spellbooks, réussir à les sortir tous les 6 pour sa faction, et ensuite c'est celui qui a le plus sur la Doom Track qui va l'emporter, puisque au moment où les conditions de fin de partie seront déclenchées, quelles qu'elles soient, 30 ici, ou alors la mort subite sur l'autre piste. Une partie de Cthulhu Wars va se dérouler en une succession de tours qui vont être joués jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient déclenchées, comme je l'ai expliqué précédemment, et qu'on détermine soit la victoire d'un joueur, soit la défaite de tous, au cas où aucun n'aurait 6 spellbooks en jeu. Le tour est résumé sur une carte qui permet d'avoir un aide-mémoire, que chaque joueur dispose d'une carte pour pouvoir se souvenir de la séquence et puis de ce qui se passe en termes de points. La première phase, c'est la phase de l'obtention de la puissance du pouvoir. Le pouvoir est noté sur chaque piste de chaque carte de faction, ici. Et c'est ce qui permet d'alimenter ses troupes de façon à pouvoir faire des choses en termes de jeu. Chaque action de jeu, le déplacement, les invocations, le combat, consomme du pouvoir, et donc plus on en obtient, mieux ça vaut. Alors le pouvoir s'obtient suivant ce barème. Chaque cultiste en jeu rapporte 1. Chaque porte, donc qui sont des portes vers d'autres univers, d'autres dimensions, chaque porte, quand elle est contrôlée par un joueur, c'est-à-dire que il a un pion dessus, soit un cultiste, soit une autre créature, ça dépend des factions. Ces portes-là rapportent 2, plus éventuellement le cultiste qui se trouve dessus, mais comme ça n'est pas toujours un cultiste suivant les factions, on les compte de façon séparée. Les portes sur lesquelles il n'y a rien, donc dites abandonnées, rapportent 1, mais rapportent 1 à tout le monde, alors que quand elle est contrôlée, elle rapporte 2 à son propriétaire. Et enfin,
chaque cultiste qu'on a pu capturer d'un joueur adverse, quand on le sacrifie, rapporte 1 au moment où on le sacrifie. Enfin, il y a une règle de rattrapage qui permet à un joueur qui aurait, à l'issue du calcul du pouvoir qu'il récupère, moins que la moitié du joueur qui en a le plus, eh bien, d'avoir la moitié arrondie au supérieur de ce chiffre. Donc, par exemple, un joueur qui aurait 2 alors que le leader a récupéré 13, eh bien, il pourrait obtenir 7 au lieu de ces 2, puisque c'est la moitié de 13 arrondi au supérieur. Ça évite qu'un joueur qui a passé un très très mauvais tour se retrouve dans une position intenable où il n'a absolument aucune capacité de se refaire. Donc c'est un système de rattrapage de cette nature-là. Ensuite, quand on a calculé le total, c'est très simple, on place son pion sur sa carte, sur la jauge, pour indiquer le pouvoir de ce tour. Après avoir récupéré du pouvoir pour le tour, les joueurs vont déterminer quel est le premier joueur. Pour ce faire, il suffit de regarder le score de pouvoir de chacun, et celui qui en a le plus deviendra le premier joueur jusqu'à la prochaine phase de détermination du premier joueur. En cas d'égalité, les scores sont reportés du tour précédent. Le joueur se saisit de ce pion qui est celui qui représente le premier joueur. Il a 2 faces, ce qui fait qu'en plus, il permet, suivant la face qu'il va choisir de mettre en évidence, de déterminer le sens de rotation du tour pour les joueurs après lui. Voilà. Ça permet donc de faire varier tactiquement le sens de rotation du tour quand on est plusieurs joueurs. Ensuite, après la détermination du premier joueur, nous avons la Doom Phase, la phase de destin. Là, les joueurs vont gagner des positions sur la piste, la Doom Track, donc celle qui est importante pour l'emporter, puisque c'est la mesure principale du succès, en plus des 6 spellbooks. Et c'est aussi un des endroits où se déclenche la fin de partie. Chaque joueur ensuite avance donc de 1 case par porte qu'il contrôle sur la carte. Donc les portes sur lesquelles ils ont un pion de leur couleur, donc les portes qu'ils contrôlent. Donc ça, c'est l'avancée sur la Doom Track. Ils ont aussi chacun la possibilité, dans l'ordre du tour, de faire un rituel d'annihilation. Il se trouve ici, le rituel d'annihilation. Il a la capacité de faire à nouveau, quand on le réalise, à nouveau gagner autant de points que de portes qu'on a. Donc ça veut dire que quelqu'un qui le fait à son tour va gagner 2 fois. Il double sa progression sur la Doom Track. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand on le réalise, on fait avancer ici le pion. Ce qui fait, d'abord on paye la valeur où se trouvait le curseur en point de pouvoir pour pouvoir réaliser le rituel. On récupère les points sur la Doom Track équivalent au nombre de portes contrôlées. Et on l'augmente ici de 1, ce qui veut dire que les joueurs suivants devront payer plus cher pour le réaliser. Si jamais on va, en ayant réalisé le rituel sur la case de mort subite, eh bien, on déclenche les conditions de fin de partie. Ce qui veut dire que celui qui, à la fin, quand tout le monde aura eu la possibilité de faire un rituel supplémentaire, le joueur qui aura le plus de points sur la Doom Track et 6 spellbooks l'emportera, même si on n'est pas arrivé à 30. Après la réalisation des rituels, il peut y avoir des événements spéciaux qui se passent suivant les pouvoirs des spellbooks de chaque joueur. Ça, c'est différent suivant chaque joueur et suivant ses pouvoirs.
Et enfin, on détermine la victoire ou la défaite. Si quelqu'un a passé pendant le tour le cap des 30, il a la possibilité, il déclenche, c'est pas une possibilité, il déclenche la fin de partie. Cette fin de partie, ça va être la vérification de celui qui a le plus de points sur la Doom Track, qu'il soit supérieur ou inférieur à 30, peu importe, mais c'est le franchissement du cap de 30 qui déclenche la fin de partie. Ne pas oublier de rajouter les valeurs secrètes des Elder Sign, ce qui permettrait à un joueur qui aurait des grosses valeurs des 3 de tout d'un coup prendre la tête de façon inattendue sur la fin de partie. Ensuite, on joue la phase d'action. La phase d'action, c'est là où il va se passer des choses sur la carte, en fait. Et c'est la phase où il va y avoir probablement le plus de manœuvres et de temps de jeu passé. Donc, les joueurs, dans l'ordre du tour et dans le sens choisi par le premier joueur, vont avoir le droit de réaliser une action, et une action seulement dans la liste des actions possibles, et de dépenser du pouvoir, suivant le coût de l'action qui sont répétés sur les cartes qui se trouvent ici, et donc de réaliser cette action. Il y a plusieurs types d'actions. Il y a des actions qui sont limitées, c'est-à-dire que on ne peut en faire qu'une par tour, des actions illimitées, c'est-à-dire des actions qu'on peut faire plusieurs fois par tour, éventuellement, et des actions prioritaires, qui appartiennent à une faction, parce qu'elles dépendent d'un pouvoir ou d'un spellbook particulier à une des créatures de cette faction. Donc elles ne sont pas disponibles pour tout le monde. Mais les actions qui sont disponibles pour tout le monde sont répétées ici, sur la carte, et ce sont les actions communes qu'on peut jouer. Donc ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on fait une action, on doit dépenser son coût. Quand on arrive à 0 en puissance, en pouvoir, eh bien, on ne peut plus jouer et on passe son tour à chaque fois. Petit détail, si un joueur est à 0, il passe son tour, même s'il souhaite jouer une action dont le coût est 0. C'est-à-dire qu'il faut jouer les actions dont le coût est 0 avant de ne plus rien avoir, parce que à partir du moment où on est à 0, on est sorti de l'ordre du tour pour ce tour. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention et jouer très tactiquement. Le timing de réalisation des actions est très important, et c'est là qu'on voit le côté tactique du jeu. Il y a le côté stratégique, qui est la façon de jouer les spellbooks, de jouer en conformité avec le style de jeu de sa faction, puisque c'est un jeu asymétrique. Et donc, chaque pouvoir, chacune des 4 factions se joue de façon très différente. Elle n'a pas du tout la même façon de jouer, de gagner. Mais ça, c'est le côté stratégique. Mais le côté tactique, c'est vraiment à ce moment-là de la partie, pendant la phase d'action, qu'on va pouvoir voir l'ordre et profiter de ce qui se passe sur la carte. Parce que chaque joueur ne joue pas son tour d'un coup. Il va faire une action, puis le suivant une action, et ainsi de suite, et on retourne jusqu'à ce que tout le monde ait dépensé tous ses points de pouvoir. Donc, très simplement, pour la base, donc 3 pouvoirs pour construire une porte dans une case où on est présent. Étant donné que les portes, quand on les contrôle, ce sont elles qui donnent les points sur la Doom Track, c'est quand même très important en fait. On peut dire que c'est le cœur du jeu. Il faut construire des portes parce que c'est elles qui permettent de gagner des points. Et de récupérer du pouvoir aussi, pour jouer à son tour. Donc c'est présent à 2 niveaux. Donc c'est vraiment le moteur principal. Il faut construire des portes et les contrôler. Et se battre pour gagner le contrôle ou retrouver le contrôle de ces portes, parce que c'est la clé de la victoire. Construire des portes, donc 3. Le déplacement, chaque unité coûte 1 de déplacement. Il faut savoir qu'on peut dépenser, par exemple, ici, imaginons, on pourrait dépenser 2, hein, on peut cumuler le déplacement, hein, de 2 unités, et se déplacer, c'est juste se déplacer vers une zone adjacente. Donc ici, par exemple, ou ici, par exemple.
Les deux ne sont pas obligés d'aller au même endroit. Et il faut aussi savoir qu'on peut rentrer, c'est pas, on peut faire une différence par rapport à risque. On peut cohabiter dans des zones. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, parce qu'on pénètre dans une zone où se trouvent des unités d'une autre faction, on n'est pas obligé de les combattre. Donc il peut y avoir une cohabitation qui a lieu, mais il n'y a qu'une porte constructible par zone et un seul joueur qui contrôlera la porte. Donc, comme c'est le cœur du jeu, il y aura forcément un combat à un moment ou à un autre, mais ça n'est pas nécessairement au moment où on rentre dans une zone que le combat va avoir lieu. Donc, puisqu'on en parle, ici vous avez un point pour déclarer une bataille, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone occupée par une autre faction, eh bien vous pouvez décider qu'il va y avoir une bataille. S'il y a plusieurs factions, vous ne choisissez qu'une seule bataille. Hein. La faction tierce, ou même, enfin peu importe le nombre, c'est une seule faction que vous attaquez. Les autres sont des spectateurs du combat qui a lieu. Si vous avez la possibilité de payer 1 pour capturer un cultiste d'une faction adverse, pour cela, il faut que vous ayez une unité dans la zone, par exemple ici, une unité qui ne soit pas un cultiste, qui soit dans la zone, donc un monstre, puisqu'il y a une hiérarchie, cultiste en bas, les monstres au milieu, et tout en haut, évidemment, les grands anciens. Donc, pour capturer un cultiste, il faut que vous ayez une unité qui soit supérieure dans la hiérarchie aux autres unités présentes qui sont en mesure de protéger. Ici, par exemple, un monstre, donc qui est juste au-dessus des cultistes, a la possibilité de capturer un cultiste. Mais, si jamais Black Goat a un monstre aussi, eh bien le monstre neutralise la capacité de capture de cultistes, puisque monstre, ça se neutralise. En revanche, si le grand ancien est présent, cette fois-ci, à nouveau, vous êtes une catégorie au-dessus de ce qui protège, et donc vous pouvez capturer les cultistes. C'est important de capturer les cultistes parce que déjà ça affaiblit l'adversaire, et en plus on peut les sacrifier pour soi-même gagner du pouvoir au tour précédent. Donc ça a un intérêt certain. Vous avez aussi la capacité de recruter un nouveau cultiste. On est limité par le matériel, c'est-à-dire que les joueurs, si jamais les 6 cultistes qu'ils ont sont en jeu, ils ne peuvent pas en recruter de nouveau. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez recruter un cultiste n'importe où vous avez une présence de troupes. Si jamais vous avez été éradiqué de la carte, vous pouvez le faire apparaître n'importe où. Enfin, vous avez des capacités, vous pouvez faire apparaître un monstre, mais là le coût est variable suivant le monstre, et c'est répété sur sa carte de faction. La même chose pour invoquer un grand ancien. En général, il faut des portes contrôlées pour pouvoir invoquer l'un ou l'autre, puisqu'on les fait venir des dimensions parallèles, mais le coût est variable, et il peut y avoir des conditions supplémentaires, notamment pour les grands anciens, en plus du simple coût de l'invocation. Il peut y avoir des choses à faire différentes, un sacrifice ou des choses comme ça. Donc voilà les actions principales. Maintenant, on va parler un peu d'une action qui est importante, c'est le combat, en le détaillant un petit peu plus. Nous allons détailler le combat de façon un petit peu plus précise. C'est l'élément où le hasard va jouer le rôle le plus important dans la partie. Donc le combat, il faut payer 1 pour l'initier et avoir des troupes présentes dans la zone de part et d'autre. Les deux protagonistes se choisissent mutuellement, dans le sens où s'il y a d'autres factions qui sont présentes,
elles ne participent pas au combat, sauf s'ils ont des pouvoirs particuliers ou des spellbooks qui leur permettent de faire des actions qui sont jouables même quand c'est pas leur tour. Ensuite, l'attaquant est désigné, celui qui initie la bataille, et l'attaquant aura toujours la possibilité de décider les choses en premier. Ensuite, c'est extrêmement simple. L'attaquant fait la somme de la valeur de combat des différentes figurines qu'il utilise dans la partie. Ici, imaginons que ce soit Cthulhu qui attaque Black Goat. Donc, il est lui-même présent. Il a une valeur de 6 en combat. Il y a un profond également qui est à côté. Vous voyez ? Et ensuite, il suffit de regarder sur la carte. C'est mieux si je la fais pas tomber. De faction, les valeurs de combat. Cthulhu à 6 et le profond à 1. Donc ça lui donne une valeur totale de 7. De son côté, Black Goat a 2 fungi. Les fungi ont une valeur de 1 en combat. Et c'est tout. Puisque les cultistes ont 0 en valeur de combat. Donc vous avez 7 pour Cthulhu et 2 pour Black Goat. Ensuite, chacun des joueurs simultanément se munit d'autant de dés que la valeur de combat. Donc pour Cthulhu, on prend 7 dés et 2 dés pour son adversaire. Et on jette les dés et on regarde les résultats. Donc voyons ici ce que ça donne. On ignore toutes les valeurs inférieures ou égales à 3. Ces dés-là sont ignorés. Les 6 correspondent à des kills, c'est-à-dire des destructions, et les valeurs 4 et 5 à des pains, c'est-à-dire des valeurs de retrait. Le combat est simultané, donc c'est pas l'attaquant qui attaque en premier, qui applique ses dégâts, et le défenseur, avec les créatures restantes, qui fait son combat. Ici, même si on a vu qu'il y avait un 6, il n'y a aucune créature qui est tuée encore, le combat est simultané. Donc ici, on aurait un pain seulement. Donc ce qui se passe, c'est que le joueur victime applique le résultat. Ici, il doit tuer une créature, imaginons que ce soit le cultiste, qui retourne sur sa feuille de faction, qui est mort. Ensuite, il doit faire retraite à autant de créatures que de pain. Donc ici, vous en avez 3. Elles doivent aller dans une zone adjacente qui ne contient pas des créatures de la faction déjà combattue. Donc s'il y avait d'autres créatures, imaginons ici un Starspawn qui serait dans l'Atlantique Sud, eh bien il ne pourrait pas se replier dans l'Atlantique Sud. Donc là, on peut imaginer qu'ils vont là, et il peut y avoir plusieurs endroits où se rendent les créatures qui se replient. Elles ne sont pas détruites. Donc vous voyez que là, la conséquence a quand même été d'abandonner une porte. Et puis de l'autre côté, on avait un 4, et donc on doit choisir une retraite. On pourra très bien choisir de faire sortir Cthulhu lui-même, qui retourne dans l'océan Indien. Voilà comment se passe le combat, c'est très simple. On totalise les valeurs de combat, on jette les dés. Les 6 sont des destructions. Les 4-5 sont des obligations de faire retraite. Et puis, on applique les résultats de ce qui a été lancé simultanément. Bien sûr, il y a des pouvoirs qui peuvent modifier toutes ces choses-là. Il y a des pouvoirs de spellbook ou des pouvoirs de créatures ou de grands anciens. Donc, il faut en tenir compte. Les pouvoirs peuvent avoir lieu avant la bataille, pendant la bataille ou après la bataille. C'est-à-dire avant que les dés soient jetés, au moment où on calcule les résultats de dés, ou après, au moment où il y a la retraite ou la destruction qui a lieu. Donc, il peut y avoir des régénérations, des tas de choses comme ça, qui viennent perturber, mais c'est le principe général de ce genre de jeu avec des pouvoirs. Vous avez des règles de base, et puis tous les pouvoirs peuvent contredire les règles,
Et là, c'est du cas par cas, suivant ce qui se passe. Donc voilà pour le combat. C'est relativement simple. Donc voilà, nous avons fait le tour du jeu. Donc pour faire un dernier rappel, la base, c'est le contrôle des portes. Les portes donnent des points de destinée qui permettront de gagner, puisque c'est le total le plus important qui va l'emporter à la fin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que les portes vont aussi permettre d'obtenir du pouvoir, qui est le carburant qui alimente les tours de jeu et les actions qu'on est en mesure de faire sur la carte. Cette carte sera le lieu de combat, de contrôle de zone. Ça n'est pas un contrôle au sens strict, puisqu'on peut cohabiter dans une zone, même si une seule personne peut contrôler la porte qui y est présente. Enfin, il faut réussir à obtenir le déclenchement de ces 6 spellbooks, puisque seul le joueur ayant le plus de points sur la Doom Track et ayant les 6 spellbooks pourra l'emporter au moment où les conditions de fin de partie seront déclenchées. Alors pour terminer, je vais finir par vous expliquer une astuce que j'ai vue sur BGG. Donc je n'en réclame pas la paternité, mais c'est très pratique. C'est une façon de ranger la boîte de Cthulhu Wars qui permet de tout mettre dans la boîte malgré le fait qu'il y ait énormément de matériel et qu'une fois que tout est dépunché et que les figurines soient séparées, on se retrouve avec beaucoup de choses. Donc il faut prendre le plateau, le thermoformage, qui est même plus qu'un thermoformage, c'est carrément une boîte en plastique qui permet de stocker les grandes figurines, et de mettre le fond de la boîte de rangement à l'envers dessus, sur une table, et vous le calez et vous le retournez. Et donc vous vous retrouvez avec les figurines à l'envers dans leur logement de protection, et vous avez tout le reste de la place qui est accessible pour vous. Et donc vous pouvez ensuite mettre assez facilement dans les interstices. J'espère que la vue est assez plongeante pour que vous puissiez voir, mais bon, il n'y a pas de technique particulière, on met où il y a de la place. Et donc dans le fond, tous les éléments de jeu, les spellbooks, les cartes en carton, ici, on met les portes ici, voilà. Les dernières figurines, on utilise le carton qui était fourni à l'origine, qui va servir de séparateur pour tout ce qui est morceaux de carton. Les 2 éléments de la carte se trouvent ici, ainsi que toutes les fiches de faction et les différentes pistes qu'on peut mettre. Hop, on les retrouve là. Voilà, et on peut fermer, et vous voyez que la boîte se ferme parfaitement. Tout est bien rangé. Rebonjour. Maintenant que vous avez vu de quoi il retourne, que ce soit en termes de matériel ou de règles, on va faire un petit peu le point sur ce que je pense de Cthulhu Wars. D'abord, la première chose, c'est que c'est un jeu un petit peu particulier, puisque c'est l'œuvre de Sandy Peterson, et pour tous les gens qui ont fait du jeu de rôle comme moi, c'est un auteur qui a un sens particulier, puisque il y a énormément de choses, des aventures qui sont rattachées à ce jeu-là. Et à tout l'univers du mythos qui se trouve avec. Donc c'était un élément important, ça a expliqué le succès du jeu, mais pas forcément dans les termes qu'on peut croire, parce que avant d'avoir mis Cthulhu Wars sur Kickstarter, il avait proposé un jeu sur tablette et PC, enfin sur ordinateur, un jeu informatique, qui était un jeu tactique, qui reprenait un certain nombre de mécanismes qu'on retrouve ici, mais qui n'a pas été, qui a eu absolument aucun succès. Je crois qu'il était fondé à 10 ou 15% au final, donc ça n'a pas abouti. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Mais là, en revanche, qui a séduit, je pense, beaucoup de gens,
c'est, outre le nom de Sandy Peterson, c'est surtout le fait qu'il y avait des figurines absolument massives et que c'était un projet ambitieux. Il n'a pas été pensé comme étant quelque chose qui devait durer, en fait, puisque suite à l'échec du premier jeu informatique, il a vu Cthulhu Wars comme étant une sorte d'ultime projet, un peu comme Final Fantasy l'avait été il y a très très longtemps sur les jeux pour console, et il a été dépassé par le succès qu'a eu le jeu, qui était en fait un jeu qui devait être le jeu qu'il avait envie de faire de façon la plus intense, mais dont il ne pensait pas qu'il aurait autant de succès, justement parce que il était très cher, encombrant, avec des figurines de taille totalement déraisonnable d'un point de vue commercial. Donc il a été extrêmement surpris par le succès. Ça a causé ensuite des problèmes derrière, parce que la logistique pour transporter un jeu dans ces proportions-là, quand on a un succès tel, a fait qu'ils ont sans doute eu des difficultés pour le faire transporter, parce que le coût du port devient absolument impossible à gérer de façon raisonnable. Donc dans le nouveau Kickstarter qui a lieu en ce moment, au moment où je fais cet avis, le port coûte sensiblement plus cher, et donc ça inclut toutes ces choses-là qui n'avaient pas vu la première fois. Donc pour en revenir au jeu, la première chose qu'il faut remarquer, c'est le matériel. Le matériel est d'excellente qualité, que ce soit les cartes, la carte double face, ou les figurines qui sont très bien sculptées. Je crois que c'est Fenris qui a fait les modèles. Donc c'est du travail vraiment absolument exceptionnel. À ce niveau-là, les dimensions sont épiques. Là, pour le coup, c'est un terme qui est souvent galvaudé, mais je pense qu'on peut en parler ici. Vous avez vu la taille qu'elles peuvent avoir. C'est du 28 mm, mais 28 mm pour les cultistes, donc les plus petites figurines. Le reste est beaucoup, beaucoup plus impressionnant. Donc c'est une sorte de plaisir aussi qu'on peut avoir à déplacer des choses comme ça. Ça a fait que le coût du jeu est très très important. Donc je ne sais pas combien il va être disponible en boutique, mais voilà, on peut considérer comme étant une édition collector. Il a été évoqué pendant le deuxième Kickstarter pour une nouvelle impression, et puis pour l'ajout de nouvelles extensions à ce jeu. Il a été évoqué une version dite de voyage, qui serait en fait une version grand public du jeu, puisque les figurines disparaîtraient, je pense, ou alors elles seraient de dimensions beaucoup plus petites, mais peut-être qu'elles disparaîtraient même complètement, ça n'a pas été défini de façon précise, mais l'idée étant que ce soit un jeu qui soit plus transportable, mais aussi qui va être beaucoup moins cher et qui sera probablement disponible dans le circuit traditionnel de façon beaucoup plus massive. C'est une bonne chose de mon point de vue, parce que la conclusion du fait des différentes parties que j'ai pu mener, c'est que Cthulhu Wars est un excellent jeu. C'est un style particulier, puisque c'est un jeu asymétrique, donc avec une carte. Les différentes factions ont des objectifs et une façon d'être joué qui sont radicalement opposés, c'est ça qui est intéressant. Cependant, le jeu reste extrêmement équilibré, donc c'est quand même quelque chose de notable et qu'il faut remarquer, parce que souvent, ce genre de jeu, c'est très très difficile de régler finement la puissance relative des différentes factions. En plus, il va y avoir d'autres factions qui vont sortir prochainement, là, très bientôt, puisque normalement elles sont sur le bateau pour être livrées. Donc il y a énormément la combinatoire entre toutes les factions qu'on peut jouer simultanément est vraiment très importante. Donc c'est assez impressionnant. Donc le jeu est vraiment très intéressant, parce qu'il offre des possibilités qui sont renouvelées sans cesse, puisque vous avez des styles de jeu qui sont différents, suivant aussi le nombre de joueurs. Il va y avoir différentes cartes, donc différentes dispositions, en plus des factions. Donc tout ça se cumule de façon à donner, au final, un jeu qui a une rejouabilité très très importante. Alors évidemment, il est très cher, puisque en fait, les simples extensions de ce jeu sont plus chères que beaucoup de jeux de base, a priori, puisque ça sera sans doute aux alentours de 50 € l'extension, mais vous avez des figurines qui sont quasiment à elles seules
la justification du prix, puisque si vous regardez la quantité des figurines, la qualité des sculptures et leurs dimensions, il est évident que on peut quasiment faire le calcul, pour ceux qui sont amateurs de grandes figurines, que en fait vous payez que les figurines. Alors elles sont trop nombreuses, donc ça fait un prix très important, mais que le jeu est quasiment offert si vous considérez que les figurines sont de la qualité des figurines. Donc c'est aussi quelque chose de tout à fait notable. Le style de jeu ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Bon, c'est un jeu sur une carte avec des figurines, donc la parenté avec Risk, à mon avis, va venir à la tête de beaucoup de gens, mais elle n'est pas pertinente, puisque bon, principalement à Risk, on ne peut pas cohabiter dans les zones, par exemple. Ici, c'est tout à fait possible, on n'est pas obligé de se combattre quand on rentre, donc il y a un côté différent à ce niveau-là, et puis vous avez des pouvoirs qui sont radicalement différents, donc ça n'est pas un jeu de majorité ou un jeu de contrôle de zone au sens strict, même si on en est très proche, c'est pas tout à fait la même chose. L'intérêt, c'est que les parties restent relativement courtes. C'est pas un jeu qui traîne en longueur, parce qu'il y a une montée en puissance assez rapide qui est intéressante. Les pouvoirs sont spectaculaire pour chacune des factions, ce qui fait que on en a vraiment cette impression de caractère épique, c'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre en jeu les grands anciens, il se passe des choses, forcément. Donc il y a une progression qui est intéressante. Le caractère aussi automatique de la Doomface qui fait qu'on gagne des points petit à petit jusqu'à 30 pour déclencher les conditions, c'est aussi intéressant puisque ça oblige les joueurs, s'ils veulent l'emporter, de continuer, puisque l'horloge du jeu avance inexorablement et on peut perdre, puisque si on n'a pas les 6 spellbooks, si aucun des joueurs n'a sorti les 6 spellbooks, eh bien le jeu se conclut par une perte de tout le monde. Donc le jeu avance malgré tout, parce qu'on va finir par dépasser les 30, et donc avoir les conditions de fin de jeu, et aussi la possibilité de ne pas avoir eu les 6. Donc ça met la pression sur les joueurs pour qu'ils jouent. Donc les parties ne vont pas durer indéfiniment, et donc c'est un jeu qui est tout à fait compact en termes de temps, s'il ne l'est pas en termes d'espace et d'encombrement, parce que le jeu est vraiment très très gros. Donc ça c'est l'élément, un des éléments intéressants. Un autre élément que je voudrais mettre en valeur, c'est le fait on a bien le sentiment d'avoir un aspect à la fois stratégique et à la fois tactique. L'aspect tactique, j'en ai parlé dans les vidéos, c'est pendant le tour de jeu, la dépense des points de power, de puissance pour faire ses actions. Il y a du timing, donc c'est vraiment très précis à ce niveau-là. Au niveau du tour de jeu lui-même, il se passe des choses. Et puis il y a aussi le niveau stratégique avec les spellbooks qui sont des effets généraux, la carte, les styles de jeu différents de chaque faction qui sont radicalement différents et qui font que on doit mettre en place une stratégie et on ne va pas à l'aveuglette, on a des objectifs particuliers et un style de jeu particulier pour chaque faction. Donc l'intersection de ces deux, l'accumulation de ces deux aspects à l'intérieur du tour, pour le côté tactique, et puis au niveau de la partie pour le côté stratégique avec ces objectifs très précis et cette façon de jouer, c'est vraiment très très intéressant et ça donne beaucoup de richesse et de profondeur au jeu. Il y a des choses à explorer en termes de jeu, et donc une durée de vie importante, ne serait-ce que pour sans parler des parties elles-mêmes, pour découvrir le jeu et puiser dans sa profondeur. Donc c'est les éléments qui sont vraiment importants. La qualité est absolument incroyable, et c'est ce double côté. Après, le thème, c'est Cthulhu, donc tout le monde ne va pas aimer le côté horrifique de Cthulhu, c'est certain. Les figurines, l'esthétique, c'est comme tout, c'est très particulier, donc il va falloir voir un petit peu si ça vous convient. J'espère que vous les avez vus suffisamment dans la vidéo pour pouvoir voir si ça vous plaît, que ce soit la carte ou les figurines. Donc ça, c'est un élément. Si
le thème ne vous plaît pas particulièrement parce que c'est Cthulhu et que ça vous choque, ça vous met mal à l'aise, vous n'aimez pas ce genre de choses, eh bien, sachez qu'il devrait y avoir, en utilisant le même système de jeu fondamental, un jeu qui va se passer dans l'univers de Gloranta, donc toujours inspiré du jeu de rôle, mais cette fois-ci, c'était le jeu de rôle RuneQuest. C'est un univers très fouillé qui se passe comparativement à une sorte d'âge de bronze avec du fantastique aussi. Et donc, les dieux luttent aussi dans cet univers-là. Et donc, il devrait y avoir un Kickstarter prochainement, et donc un nouveau jeu qui va utiliser le même principe sur une carte de Gloranta qui est l'univers du jeu de rôle, et qui devrait permettre à ceux qui n'aiment pas le thème de Cthulhu de retrouver la richesse en termes de gameplay de Cthulhu Wars, avec un thème légèrement différent, en tout cas un habillage qui sera peut-être plus à même de les satisfaire. Il devrait aussi y avoir une version française de Cthulhu Wars. Il y a une personne qui s'occupe de la traduction qui est très active, donc visiblement vous aurez la possibilité d'avoir tout le matériel de jeu en français. C'est aussi assez important de le savoir, surtout pour un jeu de ce prix, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis en ce moment même, il y a un autre Kickstarter qui va vous permettre de soit rattraper celui qui avait eu lieu, ou alors de compléter celui qui a déjà eu lieu si vous souhaitez avoir encore plus de matériel. Il y a une faction supplémentaire, des nouveaux grands anciens, enfin beaucoup de choses qui viennent compléter le jeu. Donc voilà le bilan sur Cthulhu Wars, un excellent jeu. Le thème, c'est à vous de voir, il faut savoir où vous mettez les pieds, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez populaire. Un matériel absolument somptueux, et puis un jeu qui est jouable dans un temps très raisonnable, avec énormément de profondeur, à la fois tactique et stratégique. À bientôt!